Salut les amis et bienvenue dans le Plein de Super, votre podcast 100% comics. Ici nous allons nous attacher à vous faire découvrir le meilleur de la bande dessinée américaine. On va parler de Marvel, de DC évidemment, mais également de Image, de Dark Horse, de First, de Charlton, de Malibu, de Valiant, de Defiant et bien plus encore, j'en oublie. Je suis Ringside et je suis accompagné dans cette aventure par une belle brochette de spécialistes. Le docteur Nguyen Van Tok. Comment ça va, docteur ? Ça va bien, et vous ? Ah, ben ça va, toujours, quand il y a un docteur dans l'assistance. Et également, du Lord of Babylon, Jérôme, comment ça va ? Eh ben ça va pas mal, bonsoir à toi. Alors c'est parti, on va discuter comics, on va vous faire découvrir un petit peu autre chose que les habituels Watchmen et Civil War. On va... J'avais juste révisé Watchmen. Eh oui, je vous ai pris au piège, docteur, en traître. Alors, aujourd'hui, on va remonter dans le temps. On va aller du côté de la maison aux idées, du côté de la Marvel, la House of Ideas. Je parle très mal anglais. On est en septembre 1985 et le lecteur américain découvre dans les kiosques le numéro 1 d'une maxi-série en 12 épisodes, The Squadron Supreme, l'escadron suprême en français. Alors pour vous poser un peu le décor, rapidement, en 85 au cinéma, c'est l'année de Retour vers le futur, je pense que tout le monde connaît. Commando, Rambo, Rocky IV, Brésil et Shoah, pour ceux qui ont un peu plus de temps à accorder au cinéma. Et à la radio, on écoute AA, Eurythmics, Duran Duran ou Eros Ramazzotti. Quel beau choix. Ouais, c'est pas une année facile pour la musique. Mikhail Gorbatchev arrive au pouvoir en URSS. C'est l'année du Rainbow Warrior, de l'attentat de Air India 182 qui était le plus meurtrier jusqu'au 11 septembre. J'ai découvert ça en filant sur Wikipédia. Et du côté de DC, c'est tout simplement l'année de Crisis on Infinite Earth, l'événement, le classique qui va refaçonner l'univers de Superman et de Batman et de tous leurs amis. Et donc du côté de Marvel Comics, en septembre 85, c'est la sortie du premier numéro d'Escadron Suprême. Une maxi-série en 12 numéros, donc écrite par Mark Grunwald et dessinée par Bob Hall, Paul Ryan et John Buscema. Il y a 3 dessinateurs effectivement qui succèdent dans cette maxi-série. Alors, mon bon docteur, si vous nous racontiez un peu de quoi ça parle, cet Escadron Suprême. Alors, le récit de l'Escadron Suprême donc, se déroule dans une dimension parallèle. Dans cet univers, pas de Spider-Man, pas de 4 Fantastiques, pas de X-Men, ni d'Avengers, mais une équipe d'une quinzaine de héros surnommés l'Escadron Suprême. Donc c'est une sorte on va dire un groupe qui est comme une ligue qui défendrait la justice. Et au début du récit, l'escadron vient tout juste de vaincre l'Overmind. Alors l'Overmind, c'est un extraterrestre qui a contrôlé mentalement le groupe et qui s'en est servi pour asservir l'humanité. Confronté à un monde en ruine et à une réputation qui est désormais en lambeaux, l'équipe décide, sur la proposition de l'un de ses membres, c'est Power Princess, de se substituer au gouvernement et il se donne le groupe 1 an pour résoudre tous les problèmes de l'humanité, c'est-à-dire famine, pauvreté, guerre, maladie, Star Wars de Disney, etc. Donc tous les fléaux que connaît l'humanité. Donc en gros, c'est et si la Ligue de Justice décidait de contrôler le monde. Mais c'est et si la Ligue de Justice décidait de contrôler le monde, mais sur des bonnes intentions. C'est pas comme certaines histoires du type Injustice ou le fameux double épisode de Justice League Unlimited avec la Ligue de Justice, les Justice Lords, qui prennent aussi le contrôle des États-Unis. Là, le groupe de l'Escadron Suprême, c'est décide de prendre en charge l'humanité, mais pour ce qu'ils considèrent être de bonnes raisons. Ils se donnent 1 an. Et comme on le connaît, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Exactement. Des prémices de l'autorité aussi, on peut dire.
Des prémices de plein de choses. De prémices de plein de choses, hein, c'est ce qu'on va découvrir tout au long de l'émission. Lord Jérôme, tu l'as découvert comment, toi, cette série? Parce que ça remonte quand même aux années 80. Ah, ça remonte aux années 80. Je l'ai découvert dans la seule publication en France, parce que c'est un récit qui a été publié entre avril 87 et avril 88 dans une revue de Lug, ou peut-être Semic déjà à l'époque, en tout cas de l'éditeur de Marvel en France qui éditait Strange, Special Strange, Titan, tout ça. Et ils éditaient aussi une revue qui s'appelait Speedy, qui à la base était une revue destiné surtout aux plus jeunes, avec des aventures de Spider-Man, mais vraiment axé pour les garçons. Je crois que même il y avait des jeux de vacances, des choses comme ça dans les premiers numéros. Mais au fil du temps, la revue a commencé à accueillir des histoires beaucoup plus fortes, et notamment l'Escadron Suprême à partir du numéro 87 jusqu'au numéro 99. Dans cette même revue, on avait eu aussi X-Factor qui a commencé là-dedans, et avec des épisodes assez violents. Moi, pour ma part, je l'ai découvert un peu plus tard, au début des années 90, 92 ou 93, via le bouquiniste brocante où je récupérais un peu tout. Je l'ai découvert de manière parcellaire, un peu comme ça, en prenant des épisodes à droite à gauche. Et puis, dans les années 2000, avec l'édition des recueils en version originale, parce que c'est aussi un peu ce qui justifie un peu notre émission, c'est qu'il faut savoir que c'est une mini-série qui n'a jamais eu de réédition en France, dans d'autres séries ou en recueil, là où les séries contemporaines, comme tu as cité, Watchmen notamment, ont des dizaines maintenant, je pense, d'éditions en France et est connue de tout le monde. Cette mini-série, elle, est quand même bien oubliée depuis. Oui, je crois pas qu'elle fait partie des repackaging qu'ils ont fait de la Marvel avec l'ensemble des derniers crossovers qui ont été bouclés par Marvel. C'est vrai que c'est... Non, on retrouve les personnages encore un petit peu, quoi, mais c'est vrai que les personnages sont connus. Ouais. Enfin, les personnages, on les retrouve, ils sont un peu connus, ils sont encore mis en avant parce que je crois qu'ils vont être remis en avant d'ici l'été chez Marvel dans le run actuel de Jason Aaron. Mais il faut bien dire que si on parle de l'Escadron Suprême, quand on parle de l'Escadron Suprême, c'est la mini-série de Grunwald, quoi. C'est ces 12 épisodes qui contiennent en soi, je sais pas moi, les germes de quasiment, d'une centaine de séries encensées dans fin des années 90 à partir des années 2000. Exactement. Doc, tu as découvert comment, toi? Aussi dans Speedy. Dans Speedy, j'ai lu toute la série. Je crois qu'il me manquait quelques épisodes, mais on les a rattrapés en recueil. Speedy, c'était une revue qui était assez bizarre parce que c'est passé de la revue la plus nulle de Lug quand il passait Speedy Super Stories, qui était vraiment la série pour gamins, mais pour gamins pas très futés. Et d'un coup, ils ont commencé à publier. Ils ont publié d'abord les rééditions des premiers X-Men des années 60. Et puis ensuite, il y a eu Essie. Il y a eu Power Pack et l'Escadron Suprême. Il y a eu les Guerres Secrètes aussi. Ça a été la grande série du milieu des années 80. Et juste avant l'Escadron Suprême, il y avait justement la deuxième mini-série de Secret Wars qui elle, est moins cotée. Hein. Quasiment illisible. Et effectivement, c'est intéressant parce que si on compare les deux mini-séries, tu as deux points de vue différents c'est-à-dire Guerre Secrète 2, écrite par Jim Shooter, et l'Escadron Suprême de Mark Grunwald. On a deux visions différentes du pouvoir qui corrompt. Et c'est pas du tout vu de la même manière. Et c'est intéressant de voir que l'un était le patron de Marvel, Jim Shooter, et l'autre était un éditeur qui avait beaucoup de poids parce que c'était notamment le concepteur et créateur du Marvel Universe Handbook, donc celui qui était un peu le flic de la continuité Marvel, qui était Mark Grunwald. Et on voit qu'ils n'ont pas du tout le même point de vue sur le poids des responsabilités en fait des dirigeants. C'est autant Secret Wars 2, c'est pourquoi
personne ne m'aime alors que je suis omnipotent. et l'escadron suprême, c'est pas parce que vous êtes omnipotent que vous pouvez vous permettre tout et n'importe quoi. Exactement. Ouais. C'est ça. Bah, Mais oui, non, j'allais dire, c'est vrai que tu passais de cette mini. Alors c'est rigolo parce que tu passes d'une mini. Donc quand tu es lecteur de Speedy, tu passes de ce Secret War 2 et qui se finit sur la destruction même de cette entité omnipotente avec une petite note pessimiste comme quoi il aurait recréé un monde derrière, à une mini-série où ils sont tous là un peu autour de la table en se disant bon, on a un peu, on s'est fait un peu avoir comme des cons. Le monde va mal, mais bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi? Ouais. C'est rigolo, on repart sur notre base comme ça. ouais, deux thèmes qui s'enchaînent. Les guerres secrètes, pour ceux qui connaîtraient pas, c'était un peu le gros crossover de Marvel, précurseur de tous les gros events qui a suivi derrière. Ouais. Avec donc en gros tous les super-héros, les super-vilains se retrouvent sur une planète créée par une entité surpuissante, le Beyonder. Ils doivent s'affronter pour le bon plaisir du Beyonder, en gros. Et Secret Wars 2, c'est l'arrivée du Beyonder sur Terre. Et il fait. Qui a le look de David Hasselhoff. Ouais, quand même, qui va faire ses courses, Ah là là. qui découvre le shopping, des choses comme ça. Le look de David Hasselhoff avec la tenue de Michael Jackson dans Thriller. Et quand même, ça pète, quoi. Et le comportement de Harvey Weinstein. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Après, ça vend du rêve. Hein. Je m'étonne qu'ils l'ont jamais réédité après. Un instant cliché des années 80, quoi. Ah, De non, l'attirer sur je sais pas combien de numéros. Le crossover en lui-même a de l'intérêt dans les ramifications qu'il a sur le reste des séries, mais Ouais, la c'est mini-série en elle-même, elle est un peu. Enfin, elle est carrément Ouais, nulle à c'est chier, le- hein, on peut le dire. C'est c'est le type de crossover où en fait les tie-ins sont plus intéressants que ce qui est dans la mini-série elle-même, quoi. Parce que il y a plein de bons épisodes en fait reliés à justement l'arrivée du Beyonder sur Terre. Il y a notamment un épisode qui m'avait marqué, c'est Daredevil qui retrouve la vue. Oui. Le Beyonder, en fait, donc comme il est omnipotent, il offre en fait à Daredevil, je crois, le don de la vue, et pendant 24 heures, Matt Murdock voit à nouveau, quoi. C'est un épisode qui est assez, je trouve, assez beau, quoi. Ouais, il y a pas mal d'épisodes comme ça, très réussis qui sont liés à ce crossover. Et donc ça, c'était dans les pages de Speedy, et effectivement, bah, on va découvrir l'escadron suprême dans les épisodes suivants. Et bah, je pense que vous avez tout de suite été happé par cet univers là parallèle où on est. C'était un peu du jamais vu de découvrir comme ça des héros qui sont bah, sortis de la loose et qui doivent reconstruire un monde. Je pense que Ouais, c'est des thèmes c'est- qui étaient jamais vus, Ouais. mais on était dans les codes d'une série de super-héros, quoi. Ça ressemble à une série de super-héros. Et Ce qui est étrange, c'est que la série arrive au moment où la Ligue de Justice n'existe plus. En fait, la Ligue de Justice telle qu'on l'a connue, c'est-à-dire la Ligue de Justice de l'époque du satellite, où tu as chez DC les plus grands héros sont rassemblés en une seule équipe et ils sont dans un satellite géostationnaire, ils combattent les plus grandes menaces, et au milieu des années 80, que ce soit aux États-Unis ou en France, la Ligue de Justice a disparu en fait des étals, des kiosques. Aux États-Unis, elle est remplacée, la Ligue de Justice, par une nouvelle version de la Ligue, mais qui est faite composée uniquement de personnages secondaires et qui est basée à Détroit. Et on n'a même pas ces épisodes-là, nous, en France. C'est-à-dire qu'on avait les épisodes du satellite. Les derniers épisodes qui sont parus d'Aredi, c'est la Ligue le satellite est détruit dans la guerre entre la Terre et Mars, avec le retour du Martian Manhunter. Et là, d'un coup, on a dans Speedy l'arrivée de l'Escadron Suprême, qui est en gros la Ligue de Justice, mais voilà, qui dit pas son nom, parce que en gros, chaque équivalent de la Ligue de Justice, chaque personnage de la Ligue de Justice a son équivalent dans l'Escadron Suprême, c'est-à-dire Superman, c'est Hyperion, Batman, c'est Nighthawk, Wonder Woman, Power Princess, le Flash, Wither, etc., etc. Et ça commence. L'ouverture du premier épisode, c'est le satellite qui se casse la gueule et Hyperion qui essaye de retenir le satellite de l'Escadron Suprême, et ils n'y arrivent pas, quoi. Ouais. Et c'est symbolique de toute la série, c'est-à-dire C'est qu'ils ça. essayent
tout le premier épisode, toute la moitié du premier épisode, c'est l'escadron suprême qui essaye d'empêcher des émeutes, qui essaye d'empêcher l'incendie d'un bâtiment, et à chaque fois ils merdent quoi. Enfin, leur pouvoir ne parviennent pas à restaurer la situation. Il est génial ce premier épisode déjà. Enfin, alors, c'était pas le premier que j'avais lu à l'époque, mais quand je l'ai lu et au fil des relectures, je le trouve incroyable parce que comme tu dis déjà, pour quelqu'un qui connaît pas la Ligue de Justice, il te pose tous les enjeux, il te pose tout le truc, et quelqu'un qui connaît la Ligue de Justice ou qui connaît aussi l'escadron suprême parce que c'est des personnages qui ont été utilisés, comme tu le disais tout à l'heure, ils ont été créés par Hugh Thomas et on les a vus dans les épisodes d'Avengers et des Défenseurs. Et ce que je trouve fort dans cet épisode, c'est à quel point ce que tu dis, c'est on te montre ces personnages et déjà toutes les limites, tout ce qu'ils peuvent plus faire, tout ce qu'ils n'arrivent plus à faire. Donc le satellite de justice. Moi, il y a un petit détail que j'ai trouvé super, fort, c'est tu vois la gueule des costumes. Ouais. Je sais pas si tu vois, dans le premier épisode, tous les costumes sont déchirés, ils sont en lambeaux. Donc, il y a le satellite qui repose, ils se retrouvent dans leur base secrète qui est sous une montagne. À l'intérieur, c'est le bordel total. Et c'est comme ça pendant tout l'épisode. C'est à la fois, tu vois, le merdier total de la planète et le merdier total déjà au sein de l'équipe, quoi. Et ça te pose tout. C'est ça que je trouve super fort déjà dans ce premier épisode, quoi. En plus de ce qui arrive après, quoi. Ouais, la première partie, c'est ça. Ouais, ils sont aux quatre coins des États-Unis et il y a des émeutes de la faim. Il y a des gens qui vont prendre d'assaut des camions de bouffe. Et t'as l'escadron suprême qui essaye d'arrêter les pillards et les mecs leur expliquent mais en fait ça fait des semaines qu'on n'a pas à manger quoi. C'est ça. Et donc ils sont confrontés à leur à la comment dire la limite de leur pouvoir effectivement. Ensuite ils ont la réunion où toute l'équipe est présente et toute l'équipe décide de qu'est-ce qu'on fait maintenant et ce qu'on fait c'est ce que propose Power Princess, donc qui est l'équivalent de Wonder Woman, qui vit dans une utopie, en fait, qui a vécu sur une île qui s'appelle Utopia. En gros, c'est pas Themyscira, mais c'est Utopia. Voilà. Et elle dit, moi, je suis venue dans le monde des humains, le monde des hommes, pour qu'on arrive à cette utopie, en fait, pour vous donner accès à cette utopie. Maintenant, c'est le moment. Et en fait, on va régler tous les problèmes, comme sur mon île, on va régler tous les problèmes de violence, de guerre, de famine, de pauvreté. On a les pouvoirs. Et tu as le premier débat au sein de l'équipe. Et ça, les débats au sein de l'équipe, tu vas avoir ça sur toute la série, quoi. Et tu vois déjà les dissensions entre les personnages. Et la dernière partie de l'épisode, je finis juste sur le premier épisode, la dernière partie, c'est chaque personnage rentre chez lui. En fait, tu vois l'environnement personnel en fait du héros. Et ce qui est fort, c'est que tu continues à décrire la déliquescence en fait du monde dans lequel l'escadron suprême maintenant doit agir, et en même temps, tu découvres les personnages. Donc, c'est ça. En un épisode, il te fait le tour du cadran, quoi. Il te fait le tour. Tu vois, quand tu parles de l'état du monde, et en plus, la façon, le fait que ces super-héros ne peuvent rien faire, et tu le vois bien à un niveau personnel, quand justement, chacun peut rentrer chez soi, et surtout avec ceux qui ont une famille, où certains, on est caché, on n'a plus de lumière, où c'est revenu, les enfants sont rassurés, et ça pose tout. Et ce que tu dis aussi avec la première réunion, en plus, ce que je trouve pareil, super fort pour quelqu'un qui ne connaît pas, c'est que même là, à ce moment-là, on retrace les origines de Power Princess. Donc, comme tu dis, on voit on parle d'Utopia, on revoit les origines d'Hyperion qui te dit en deux cas, mais ouais, moi je suis un extraterrestre, mais j'ai été élevé par des fermiers au Kansas, ou dans l'Oklahoma, je ne sais plus. Enfin voilà, je crois que même il y a aussi un peu Nighthawk qui raconte. Enfin, Nighthawk ne raconte pas ses origines de mémoire, mais surtout il explique. Nighthawk, c'était le président. C'était le président des États-Unis et il a dû démissionner parce que lui a été le premier à se faire contrôler. Voilà. Et donc a donné en fait le contrôle du monde à l'Overmind. Et donc c'est à cause de lui en fait si ça
si la situation est dans un tel état, quoi. Et du coup, il démissionne. Donc le Batman, en fait, en plus, a l'équivalent de Batman a complètement merdé déjà antérieurement. Ouais. Et c'est lui donc qui s'oppose comme le premier opposant à cette idée de prendre le pouvoir et de construire quelque chose, parce que je sais pas si tu vois enfin pour moi il y a un détail qui est très fort, c'est que donc il était le président des États-Unis à ce moment-là, mais il n'était pas le président et Night Hawk en même temps. Il précise quand il raconte son passé, c'est qu'il avait raccroché avant de décider de se dire je veux être un politique. Il fait non, être super-héros ça ne marche pas pour changer les choses, donc je raccroche et je décide de rentrer en politique pour changer les choses. Et tu vois, déjà je trouve ça fort de ne pas avoir ce mélange politique super-héros pour Nighthawk, parce que déjà ça pose déjà un peu pourquoi ça ne marchera pas à ce moment-là. Ouais. Parce que Nighthawk, ça va être l'opposant à l'Escadron Suprême, ça va être lui qui va, en fait, sans cramer toute l'intrigue, c'est lui qui va constituer une deuxième équipe à même de combattre l'Escadron Suprême, qui va finir par s'infiltrer, en fait, dans l'Escadron Suprême. C'est-à-dire c'est les équipiers de Nighthawk, les autres super-héros qu'il va trouver petit à petit dans la série, vont rentrer dans l'Escadron Suprême, en fait, en remplacement des membres de l'Escadron Suprême qui soit se font tuer, soit démissionnent, soit quittent dans une atmosphère assez délétère. Parce que ce qu'on va voir aussi, c'est que l'équipe, elle va se désagréger au fur et à mesure c'est vraiment c'est la chute de Kaamelott, quoi. C'est vraiment t'as tout un. Non seulement ils ont connu leur plus grande défaite avant que la série commence contre l'Overmind, mais ils vont connaître, ça va être pire en fait ce qui va se passer dans la série, parce que non seulement ils ont eu la défaite, mais ils ont aussi ils ont aussi la honte, quoi, en fait, ils perdent petit à petit, en fait, tout sens des valeurs, tout sens de la morale, tout sens de l'éthique, parce qu'ils sont perdus ils veulent surcompenser, en fait. Ils veulent surcompenser par rapport à leur échec. Et du coup, ils décident des choses complètement aberrantes, quoi. Le modificateur de comportement, par exemple, pour les criminels, à la fin, ils se disent carrément qu'ils vont vaincre la mort, quoi. Ou en fait, ils imposent aux gens de se faire cryogéniser. Si jamais en fait ils ont une attaque cardiaque, tu peux te faire cryogéniser et te faire réveiller des années plus tard si on a amélioré par exemple tout ce qui est médecine cardiaque ou médecine sur le cancer ou médecine. C'est-à-dire qu'ils sont tellement partis qu'ils voient plus ce qui fait l'humanité, en fait. Qu'est-ce qui constitue un humain, qu'est-ce qui constitue un ensemble social, et tout le discours du Squadron Suprême est là-dessus, quoi. Et ce qui est très fort, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Sur la lutte entre l'élite, entre guillemets, et les individus lambda. Exactement. Et ce qui est très très fort, et pour moi c'est peut-être une des plus grandes qualités du récit, c'est comment tout ce que tu viens de décrire là, si tu le décris comme ça, tu te dis putain mais c'est énorme, pourquoi ils s'en sont pas rendus compte. Tu te dis mais Grunwald, il décrit ça d'une manière où il distille, mais petit à petit, chaque élément. Et c'est sans t'en rendre compte, déjà, même toi en tant que lecteur, si tu le prends comme ça dans une première lecture, tu peux très bien ne pas faire gaffe au début, mais c'est petit à petit que tu sens la merde. Parce qu'au début, c'est avec nos pouvoirs, on va transporter la nourriture, on va éviter la famine. Ouais, ok. Bon, après, il y a la criminalité, donc on va récupérer les flingues. Bon, déjà. Et c'est comme ça, et c'est petit à petit, jusque tu arrives à la machine de modification de comportement, qui est, pour le coup, c'est là où vraiment la distinction commence vraiment à se faire de manière marquée. Mais c'est surtout cette manière de faire tout doucement que je trouve super, parce que, et c'est là aussi où c'est fort, c'est que le récit sur les 12 épisodes est grandiose, mais chaque épisode est quand même super fort en soi. Il n'y a pas un épisode, je trouve, où tu peux pas... Tu prends un épisode, tu te dis putain, c'est là où il y a eu ça, ça, ça et ça. Ouais. Tu te dis le deuxième épisode, putain, il y a Nuke avec la radiation sur ses parents. Il y a tel épisode, tu te dis ah oui, c'est tout ce qu'il y a sur Hyperion. Enfin, tu vois, chaque épisode en soi est hyper dense
sur des arcs, sur des histoires secondaires. Ouais, c'est hyper dense, et la construction, moi je trouve, de la mini-série est vraiment très fine, parce que chaque épisode se situe un mois après le précédent. En fait, des fois, il joue sur la temporalité, c'est-à-dire que tu as un épisode qui reprend directement après le précédent, un jour après le précédent, ou alors un moment après le précédent, mais à la fin de l'épisode, tu te retrouves un mois plus tard. En fait, et donc, tu as ce projet d'utopie qu'ils ont. Ils le proposent dans le premier épisode à la populace sur le parvis je crois, du Capitole aux États-Unis. Oui. Ils se démasquent, ils enlèvent tous leurs masques. Et voilà, ils disent en preuve de notre honnêteté, voilà, on remplace vos gouvernements, et pendant un an, on règle tous vos problèmes. Et si dans un an, on n'a pas réglé tous vos problèmes, de toute façon, on rendra les clés du. Donc déjà, ça aussi, c'est intéressant quand tu le relis. Tu te dis, ils proposent de rendre les clés s'ils échouent. Mais qui va décider de l'échec de ces gens-là? Parce qu'à un moment donné, dans la même mini-série, ils ont une espèce de barème sur tous les fléaux, en fait, qu'ils essayent de régler. Donc tu as la pauvreté, la famine, le chômage et tout. Donc ils disent chômage 100%, on a réussi. La criminalité, les mecs de toute façon ils sont conditionnés, ou ils ont peur d'agir pour pas qu'on les reconditionne. Et t'as comme ça, t'as des paliers. Donc et là ils sont déjà à se dire ouais, on a quasiment réussi, quoi. Ouais, non, et tu vois qu'ils vont pas lâcher le morceau, en fait, que c'est comme d'habitude, c'est une des leçons du titre, c'est faut pas donner le pouvoir à ceux qui le veulent absolument, parce que ça faut jamais le donner à celui qui le veut le plus, parce que ça ne peut que partir en vrille. Et la façon effectivement de d'écrire ça sur une année, en fait, de décrire cette situation sur une année, ça permet aussi de rentrer dans la tête de ces personnages et de voir, en fait, à quel point ils vont vriller, quoi. Et t'as plein d'étapes sur chacun des membres de l'escadron suprême. T'as plein d'étapes, en fait, clés sur le moment où ils déconnectent. Tu vois, par exemple, le Weezer, l'équivalent de Flash, c'est l'épisode justement sur le port d'armes. C'est-à-dire, ça démarre avec l'escadron suprême qui confisque toutes les armes. Donc tu dis, ils résolvent le problème des armes aux États-Unis. C'est pour nous Européens, on se dit, c'est quelque chose de bien. C'est génial. C'est génial. Ils prennent les armes et puis ils les mettent dans des fonderies. Et dans l'épisode, leurs ennemis, qui sont l'Institut du Mal, qui ont un look mais d'enfer, quoi. C'est une espèce de super punk. Je les adore. Capture les familles des membres de l'escadron suprême, puisque maintenant tout le monde connaît l'identité des héros des escadrons suprêmes. Et l'équivalent Flash, lui, il a une femme et une gamine. Et le premier truc qu'il fait, c'est qu'il échappe. Il échappe de justesse, comment dire, au contrôle. Enfin, ils arrivent à contrôler l'escadron suprême. Il arrive à échapper à ce contrôle. Et donc, c'est le dernier membre de l'escadron suprême encore en liberté. Et le premier truc qu'il fait, c'est qu'il va dans un commissariat où ils ont encore confisqué toutes les armes. Et il prend une sulfateuse et il repart. Il repart dans le QG de l'escadron suprême et il mitraille carrément les super vilains. C'est-à-dire que c'est un Flash, mais avec un gun, quoi. C'est Flash mélangé au Punisher. Et ce qui est fort, c'est que la fin, t'as Hyperion qui dit ouais, c'est bon. On sait que t'es un gars bien, on sait que t'avais juste peur pour ta famille. Et tu te dis mais on a eu un super bolide avec une mitrailleuse entre les mains et les mecs se disent ouais, non mais ça passe, c'est nous, on arrivera à gérer. Et toute la série est là-dessus, quoi. Et c'est fort, hein, parce que tu vois, ça va sur un sujet qui est encore peut-être plus aujourd'hui, mais justement le contrôle des armes aux États-Unis. Et je trouve que cet épisode-là montre bien, pour un Européen comme nous, en quoi c'est un droit fondamental, ou en tout cas en quoi les Américains sont attachés à ce droit-là, et notamment dans un monde où ils se disent mais avec les pillages qu'il y a, la famine, la pauvreté, j'ai quand même besoin d'avoir quelque chose pour défendre ma famille. Et du coup, vous m'enlevez
vous qui avez des super pouvoirs, vous m'enlevez cette capacité-là, mais comment je vais faire, quoi? Et d'avoir après basculé ce sentiment d'impuissance sur un super-héros, donc sur le Wizard, et ça te pose bien, encore une fois, en quoi Grunwald va poser toutes les problématiques du fait que des êtres, des dieux, quoi, enfin, ne peuvent pas justement s'arroger ce pouvoir-là et font preuve d'une arrogance assez terrible de croire qu'ils peuvent changer les choses parce qu'ils ont des super pouvoirs, parce qu'ils sont des super-héros. Et c'est ça qui est fort. Et d'ailleurs, cet épisode-là, il raconte donc au niveau de problématique de ces armes-là, mais il fait partie de ces épisodes où tu as la machine, donc cette machine qui modifie le comportement, qui a été inventée par Tom Pouce, donc le génie de la bande. Je pense qu'on reviendra sur Tom Pouce. Pour moi, c'est peut-être le perso le plus passionnant en tout cas, je l'adore, ce mec. Et donc, il crée une machine qui reconditionne les gens, et donc au départ, les criminels. Les criminels se disent, bon, les mecs sont en prison, qu'est-ce qu'il faut faire pour diminuer la criminalité? On va enlever le sentiment de criminalité de ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. On va les rendre dociles. Bon. Et du coup, dans cet épisode-là, se pose aussi... Alors, tu as déjà les premières questions philosophiques qui se passent, et puis les premiers débats, mais ce que je trouve fort dans cet épisode, c'est qu'il pose carrément même le truc, c'est que votre machine-là peut être utilisée sur vous pour vous contrôler. Donc, on peut... Et bon, il y a déjà on a déjà plein de... On a déjà une question. On a déjà la question qui a eu. La question parce qu'un des membres de l'escadron, qui est l'équivalent du Green Arrow, qui est l'Archer d'Or, s'est servi de la machine à comportement pour modifier le comportement de sa copine, qui est Lady Lark, qui est donc l'équivalent de Black Canary, qui est en train en fait elle veut casser leur couple, quoi. Elle est plus amoureuse de l'Archer d'Or, et l'Archer d'Or l'apprend quand il essaye de la demander en mariage, il pète les plombs et il la kidnappe la nuit. Il utilise le modificateur de comportement et le lendemain, elle revient au QG et elle est complètement raide folle de lui. Sauf qu'elle est tellement raide folle de lui qu'elle n'arrête pas de le suivre partout. Il en a marre. Et ce qui est fort, c'est que justement, l'Institut du Mal utilise la machine à comportement ensuite sur l'escadron suprême pour qu'ils rejoignent le camp de l'Institut du Mal. Mais on s'aperçoit à la fin que Tom Pouce, le créateur, a mis une sauvegarde en fait sur la machine à comportement pour que les membres de l'escadron suprême ne puissent pas être modifiés. Et il l'a fait quand il a vu Lady Lark retomber folle amoureuse de l'Archer d'Or et s'est dit merde, il a utilisé ma machine à des fins personnelles. Et donc il faut que le passe-droit qu'il a trouvé, c'est de donner un passe-droit encore plus fort. C'est ça. En fait, la solution qu'il a trouvée, c'est un passe-droit encore plus fort en fait à l'escadron suprême, c'est-à-dire que tout le monde peut être modifié par cette machine, sauf les membres de l'escadron. Le problème, il devient encore plus complexe après, parce que l'Institut du Mal se fait battre dans l'épisode, et dans l'épisode suivant, il modifie le comportement des membres de l'Institut du Mal pour qu'ils deviennent à leur tour des membres utiles à la communauté, entre guillemets, des membres dociles, et qu'ils rejoignent les rangs de l'escadron suprême. C'est-à-dire qu'ils se disent « Ah ben, on est en manque de bras, on est en manque de bras depuis quelques épisodes, parce qu'il y en a plein qui se sont fait tuer ou qui ont démissionné. Donc du coup, modifions le comportement de nos anciens ennemis et faisons en sorte que ça devienne des héros à leur tour. » Et ça va encore plus loin, je trouve, et où ça devient encore plus pernicieux, et ça se retourne contre eux. C'est qu'en plus, donc avec ces super vilains qui rejoignent l'escadron, alors ce qui est bien, c'est que ça ouvre en plus plein d'autres histoires, avec les histoires un peu basiques du style mais il était mauvais, je l'aime toujours pas, il faut que je me méfie, et au final, t'en as un qui va se sacrifier carrément pour aider les gens. Ouais. Et tu te dis, super, mais non, parce qu'il est conditionné à avoir sauvé, et il est conditionné il meurt de ce conditionnement. Et je trouve que ça va encore plus loin, c'est au moment où tu as une histoire secondaire qui se place avec l'Hyperion 2, l'Hyperion d'une deuxième Terre, qui prend la place d'Hyperion, et qui se trouve être un gros bâtard, quoi. Et en fait, tu as un des membres
donc ancien méchant et nouveau membre de l'Escadron Suprême, qui s'en rend compte, mais qui ne peut rien dire du fait de son conditionnement, parce qu'il ne peut pas aller contre un membre de l'Escadron Suprême. Ouais. Et donc, alors que lui-même sait que c'est un double, il ne peut pas le dire. Et ça se retourne, déjà, tout se retourne contre eux, quoi. Ouais. Et c'est incroyable, parce que non seulement Grunwald pose la question, avec la machine de conditionnement, pose des questions philosophiques de base, c'est-à-dire que de quel droit tu peux modifier le libre arbitre d'une personne, tant bien même cette personne est violente, mais même pose des applications juste pratiques, quoi, dans le cadre du récit super-héroïque, quoi. C'est-à-dire que ouais, vous allez modifier, ça vous retourne contre la tronche, quoi. Et ça va même plus loin. Parce que dans l'avant-dernier épisode, il y a ce personnage qui est Apex, ouais. qui était la chef de l'Institut du Mal, c'est une guenon qui a un cerveau humain, un cerveau de génie dans humain. Un char. C'est un peu comme... Elle est dans un char. Ouais, elle est en plus, elle est dans un des personnages les plus originaux de tous les temps. Ouais, c'est une espèce de mix entre Monsieur Mala, le cerveau, et le chef de la Doom Patrol. Tu vois, il a fait une espèce de mix comme ça des trois persos. Et ce personnage-là, à un moment donné, découvre qu'il y a des traîtres à l'intérieur de l'Escadron Suprême. Sauf que comme c'est des membres de l'Escadron Suprême, elle peut pas, elle, trahir un membre de... Et donc, elle est en boucle. Les cases, elles sont affreuses, parce que tu vois son esprit son esprit il craque. En fait, son esprit craque. C'est-à-dire que elle sait qu'elle peut. En fait, ce qu'elle dit, c'est que je dois avertir l'équipe, mais je ne peux pas. Et à un moment donné, elle ne fait que dire je dois, je ne peux pas, je dois, je ne peux pas, je dois, je ne peux pas. Et en fait, elle craque complètement. Et vous savez ce que c'est ça, je dois, je ne peux pas. Alors moi, en tout cas, moi, ça me rappelle quelque chose. Est-ce que c'est ça? Mais en tout cas, tel que tu l'as résumé, pour moi, c'est très, ça me fait beaucoup penser à des nouvelles d'Asimov, des nouvelles des robots, avec comment on arrive aux limites et aux paradoxes des lois de la robotique. Ouais. Avec ces robots, le robot ne peut pas attenter à la vie d'une personne, mais doit la protéger. Et comment des situations vont faire entrer en conflit ces trois lois fondamentales, quoi. Et c'est aussi une référence, en fait, c'est une référence à quelque chose de plus direct chez Marvel. C'était la règle de Jim Shooter pour écrire des épisodes chez Marvel. Il fallait que dans chaque épisode, il y ait une situation où le héros se dise « je dois, mais je ne peux pas ». Ah ouais, c'est-à-dire qu'il prenait comme exemple l'épisode fameux de Spider-Man qui est sous la machinerie et qui doit soulever la machinerie là, de Steve Ditko. C'est je dois sortir de cette machinerie, mais je ne peux pas parce que c'est trop lourd. Et en fait, je pense qu'il cassait les pieds tellement avec tout le monde avec cette règle que Mark Grunwald il l'a poussé, mais à son extrême, quoi. C'est à la fois un hommage et à la fois un doigt d'honneur, tu vois, à la règle là, il a fait littéralement la scène je dois, je ne peux pas, quoi. Mais ça, c'est quelque chose dont on parlait, tu nous parlais, c'est à quel point aussi l'Escadron Suprême peut se voir, en tout cas dans certains passages, comme un sous-texte sur ce qu'était le Marvel, en tout cas la rédaction de Marvel à ce moment-là, quoi, et les relations que pouvaient avoir les différents scénaristes avec Shooter ou même l'édito avec Shooter. Hein. Ouais. Oui, parce que clairement, c'est Marvel en 85, c'est comme l'Escadron Suprême, c'est-à-dire que c'est l'Escadron Suprême en fait de sa gloire, c'est-à-dire qu'ils ont, Marvel en 85, c'est les rois du monde, quoi. Ils ont quasiment pas de concurrence parce que DC Comics va connaître un nouvel âge d'or après Crisis, mais au niveau des ventes, c'est pas encore ça. Et donc c'est les rois du monde, c'est Jim Shooter, on peut tout faire. Ce qui est intéressant aussi par rapport à DC, c'est que l'Escadron Suprême, ça arrive après une tentative de rachat par Marvel, en tout cas par les propriétaires de Marvel, de DC Comics. C'est pendant quelques temps, ils ont été, en fait, c'est même pas une tentative de rachat, c'est les propriétaires de DC Comics ont proposé à Marvel de vendre DC à Marvel, en disant de toute façon vous nous écrasez au niveau des ventes, vous avez l'air de savoir ce que vous voulez. Donc je crois que c'était Cadence, le propriétaire de Marvel à l'époque, et les gens de chez Cadence ont été voir Jim Shooter en disant est-ce que tu peux nous faire
un planning édito si jamais on rachète les personnages de DC. Et les shooters étaient complètement, tu vois, c'était tout était à moi, quoi. C'est vengeance, tu vois. En plus, il pouvait se venger de tous les. Il s'était déjà vengé de toutes les personnes chez Marvel qui n'étaient pas d'accord avec lui. Alors, imagine tous les mecs qui étaient partis de chez Marvel chez DC, pour se réfugier chez DC. La purge, je pense qu'il y pensait déjà. Il avait dressé des plans, tu sais. Et mine de rien, c'est là où je crois qu'il avait déjà contacté Byrne pour faire Superman, quoi. Donc tu vois, et Mark Gruenwald, en tant que scénariste, c'est aussi à la base, c'est un fan. C'est un mec qui a créé son propre fanzine qui s'appelait le Omniverse, qui était un fanzine où il essayait d'expliquer en fait comment tous les personnages de toutes les compagnies pouvaient coexister. Et là, il y a son titre préféré à Mark Gruenwald, c'est la Justice League of America. Donc je me demande si Squadron Suprême, si la base de l'intrigue de Squadron Suprême, au départ, c'est pas... tu vois, quand il y a eu cette période de flottement, cette période où ils ont pensé racheter DC Comics, c'était pas, tu vois, un pitch de Gruenwald sur la Ligue de Justice, parce que il faut bien le dire, hein, c'est peut-être la Squadron Suprême, c'est peut-être une des meilleures histoires de la Ligue de Justice. Oui, il n'y en a pas une, mais totalement. Même si les personnages sont plus ou moins éloignés, ça dépend lesquels de leurs équivalents de la Ligue, on retrouve quand même pas mal de figures le trio fondateur, ça commence déjà avec dans le premier épisode, il y a Nighthawk pour se débarrasser de Hyperion, parce qu'il se dit qu'il ne va pas permettre à Hyperion de mettre en place le projet d'Utopie. Le premier truc qu'il fait, c'est aller créer une balle de kryptonite. Alors ça ne s'appelle pas la kryptonite, ça s'appelle l'argonite, ou je ne sais plus le nom du minerai, mais il a un flingue en fait prêt à tuer, en fait avec le seul minerai qui peut tuer Hyperion. Et déjà, tu vois, ça arrive un an avant Dark Knight Returns, ça arrive un an avant le grand combat entre Batman et Superman, où Batman utilise de la kryptonite pour se débarrasser de Superman, quoi. Donc c'est ça. Oui, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il y a déjà des idées qui auraient pu fonctionner, en fait, et qui vont fonctionner quelque part dans l'univers DC Comics. C'est ça, c'est incroyable à quel point je trouve ça distille tout le truc. Tu as abordé Gruenwald un petit peu, et avant, même pendant l'Escadron Suprême, Gruenwald, c'est aussi le scénariste d'une autre grande série de chez Marvel. Alors que moi, j'ai lu que quelques épisodes là-dessus. C'est Captain America. Ouais. Et t'en penses quoi, toi, parce qu'il fait un petit crossover à l'intérieur. Il y a un épisode de Captain America qui se situe juste au milieu de la mini-série. Voilà. Et qui résume en fait les événements. En fait, c'est Nighthawk qui va dans l'univers Marvel pour essayer de trouver des super-héros à même de se battre avec l'Escadron Suprême. Il arrive, c'est un épisode qui arrive au bon moment. Alors, dans l'idée, je trouve qu'il arrive au bon moment. Juste après, comme tu dis, le 6e épisode. Et le 6e épisode, pour moi, il est hyper important, hyper fort, parce que c'est l'épisode où l'Escadron Suprême découvre ce qu'a fait l'Archer à Lady Lark. Ouais. Que l'Archer, d'ailleurs, reconnaît totalement. C'est le procès. Coupable. Et t'as ce procès-là, tous autour de la table. Et je pense, moi, je sais pas ce que t'en penses, pour moi, c'est le plus grand moment d'hypocrisie ultime de la série. De tous ces personnages, il est là. Avec cette discussion et ce vote. Et alors, personnellement, je trouve que c'est le plus grand moment où Power Princess apparaît vraiment. Bon, elle est passée dans l'explosion, mais quand même pour une bitch assez ultime, quand même. Mais Power Princess, je pense que c'est le personnage le plus désagréable de la série. Au début, Hyperion est pas loin, mais Power Princess, c'est vraiment. C'est elle qui fout. Si tu regardes bien, c'est elle qui fout la merde à chaque fois. C'est-à-dire, c'est elle qui lance le projet d'Utopie. C'est elle qui lance Dr Spectrum aux trousses de Nuclon, ce qui fait que Nuclon va mourir.
Ouais, elle est pas sympa du tout. Hein. Elle est terrible. Et dans le vote qu'il y a, alors, bon, t'as donc toute la discussion. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de l'archer? Certains vont dire il faut le dégager. Certains, on va peut-être le pardonner. Et c'est dans le vote, c'est la seule qui ne vote ni pour ni contre, mais on n'a qu'à le modifier lui. Déjà, elle passe. On a vendu le cerveau. Il fait passer le truc encore plus haut, quoi. Ouais, c'est. Ouais, je me souviens de ça, ouais. C'est celui qui est le plus sympa, mine de rien, en fait, dedans, celui qui apparaît le plus sympathique, ou en tout cas qui a le plus la tête sur les épaules, c'est Amphibien. Ouais, c'est l'Aquaman. Ce mec est bien, quoi. Qui leur dit, mais vous êtes tous une bande. Qui est le seul qui avait voté. En fait, ils sont deux à avoir voté contre le modificateur de comportement. Ouais. Il y a lui et puis l'équivalent de Zatanna, qui est Arcana, qui dit que c'est pas naturel, en fait, parce qu'elle c'est genre une magicienne qui est en contact avec les forces de la nature, donc elle dit, voilà, les gens sont comme ils sont. Et on ne transige pas avec l'ordre naturel. Et Amphibien, c'est le seul qui a une position éthique et morale, qui dit, mais attendez, si vous commencez comme ça, où est-ce que ça s'arrête? Et quand arrive le procès de l'archer d'or, il dit, mais de toute façon, ça vous pendait au nez. Vous êtes tous une bande d'hypocrites, ça vous pendait au nez. Il lâche tout, quoi. Il est contre que l'archer d'or se fasse... alors, la position, elle est ambiguë parce que tu vois, lui décide que l'archer d'or doit rester parce qu'il dit, mais de toute façon, c'est vous qui avez mis entre les mains la possibilité, en fait, de modifier le comportement. Et à la fin, il est tellement... Et tu sens que, en fait, c'est une position de... Pareil, c'est une position de connard qui prend. Et c'est une position de connard qui prend parce que tu sens qu'il en a déjà ma claque. Et la fin de l'épisode, c'est lui qui va détruire des modificateurs de comportement, et il se barre dans l'océan et il revient, et on ne le revoit plus de la série. Ouais. On ne revoit plus de la série, c'est vrai. Mais et pareil, c'est ça qui est fort, et tu mets le point là-dessus, c'est que donc c'est lui qui les met face à leur erreur en disant, mais je vous l'avais bien dit, ça arrivait, tout ça. Tu te dis, au moins quelqu'un qui lève la main, mais à la fin, c'est, allez, je m'enlève les mains, moi je fais conspilate et je me tire. Et en même temps, tu te dis, au final, tu aurais peut-être dû faire quelque chose aussi à ce moment-là. C'est ça que je trouve génial. Après, Amphibien, il ne peut rien faire. T'expliques bien que c'est comme Aquaman. Le mec, il n'y a pas d'eau. C'est pas lui qui va tenir 3 rounds contre Hyperion. D'ailleurs, tu dis le truc d'Apado, et ça c'est l'homme sage connaît ses limites. Hein. Mais ça me permet, je rebondis sur ça, parce que c'est aussi un des trucs, moi, qui m'a fasciné dans la série, c'est justement le mec, il a pas d'eau, et puis on lui fait un petit lac artificiel à côté, tiens, tu seras content, là, tu vas nager. Et je me dis, c'est à quel point dans cette série aussi, ils se font ces putes envers les uns les autres. Et je reviens sur Tom Pouce, où Tom Pouce, le génie ultime, il n'y a pas un épisode où le mec, il est ridiculisé par les autres, genre comment Hyperion va le transporter dans les airs comme un petit poupon en le tenant. Et je crois que le plus fort, moi, c'est une case. Je te jure, c'est la première fois quand je l'ai relu là, que ça m'a sauté aux yeux, où ils sont tous ils font leur réunion, ils sont tous assis, et là, t'as une case avec Tom Pouce, tu le vois, il est assis avec des livres sur lui, pour compenser la taille. Tu te dis, mais les mecs, vous pouvez pas juste monter. Non, on t'a mis des livres, tiens, assis-toi. Et t'es là, tu dis, mais vraiment, vous êtes horrible avec ce mec qui vous a trouvé toutes les inventions, qui vous a trouvé les ceintures de défense, les CNR qui essaient de travailler pour trouver un remède au cancer. Et non, il y a que à la fin, quand il meurt, que oh putain, en fait, il était bien fait. C'était le meilleur d'entre nous. Et même sa mort, ils en profitent pour faire la propagande de leur truc. Tu te dis, oui, mais même oui. C'est terrible. Ouais. C'est bon, il est mort, mais vous savez, grâce à ça, on a pu. Alors, on est à 50. Ouais, merci Olivier Véran, quoi, tu vois. Putain, et c'est pas Power Princess en plus qui fait le discours. C'est Power Princess qui dit, mais grâce à Tom. C'est Jean Castex, tu sais, c'est comme les réunions du jeudi soir, quoi. Là, tu fais, ah ouais, non. Mais là, tu les prends vraiment en horreur à ce moment-là, quoi. Ouais. Et il y a vraiment ça, je trouve, c'est à quel point l'idée d'Hyperion, déjà en soi, peut être discutable parce que de quel droit vous pouvez prendre ce pouvoir, mais lui, il est d'une naïveté assez confondante, dans le sens où on dit on est des super-héros, donc on peut y arriver, mais
dès les premières pages et dès les premiers épisodes, justement par ces drames personnels qui chevauchent chaque épisode, et par leurs relations entre eux, tu te dis, mais non, mais vous êtes comme des gens normaux, vous faites des coups de pute, ou vous êtes amis, ou vous êtes dans la merde parce que vous communiquez pas entre vous, et tout ça. Et donc forcément, tu sais très bien que ça marchera pas avec des... C'est comme si tu veux sauver l'humanité avec tes collègues de bureau, avec qui tu te prends la tête tous les jours, quoi, tu vois. Ouais, non. Non, à un moment, ça peut pas fonctionner, quoi. Il y aura forcément des problèmes, quoi. C'est un des meilleurs, c'est l'un des meilleurs récits pour te rappeler que la démocratie, c'est le pire des systèmes, mais on n'a pas trouvé mieux, quoi. Ouais. C'est parce qu'il n'y a pas de démocratie, en fait. Ils ont beau essayer de nous faire croire là, avec les votes. Justement, en fait, c'est exactement ça quand tu dis qu'il y a de l'hypocrisie dans le procès de l'Archer. C'est-à-dire qu'ils ont... Ils votent. Mais quand tu es politicien, en fait, tu votes, en tout cas, tu es censé voter pour une espèce tu votes outre ta personnalité. C'est-à-dire que tu es représentant de la nation et tu votes en fait pour ce que tu considères, alors des fois pour des intérêts privés, mais bon, c'est la base. La base, en fait, l'idée, c'est que tu votes, tu élis des gens que tu ne connais pas. Là, les mecs, en fait, ils se connaissent tous, effectivement. Ils ont des inimitiés les uns avec les autres et ils votent les uns contre les autres. En fait, ils votent tu vois, Amphibien, ils leur envoient à la gueule toutes les vérités, mais tu te demandes, est-ce que c'est pas juste parce qu'effectivement, ils vont construire un lac à la con, s'ils avaient mis leur base secrète dans l'océan comme ils le voulaient, est-ce que, tu vois, ils voteraient pas autrement? Le mec qui dénonce l'Archer d'Or, c'est l'Aigle Bleu. Et l'Aigle Bleu, en fait, c'est lui qui commençait à avoir une aventure avec Lady Lark. Et en gros, il a perdu son plan cul. Donc, du coup, il se retourne sur l'Archer d'Or. Mais l'Aigle Bleu, c'est pareil. C'est un sale con pendant tout le reste de la série, quoi. Il traite les mecs de l'Institut du Mal, il les traite comme ses boys quand ils passent dans l'équipe. Et c'est à cause de lui que Quagmire, donc un des membres de l'Institut du Mal, meurt dans le. Ils ont tous plus ou moins du sang sur les mains. Le seul qui est encore assez normal, qui reste assez sympathique à la fin, c'est t'as Weezer et t'as Arcana, parce que mais tu vois qu'ils sont, en fait, eux, ils sont dépassés. En fait, eux, tu vois qu'ils sont dans les choux, qu'ils ont leur vie de famille et qu'en fait, ils sont obligés d'équilibrer leur vie de famille et le boulot. Et en fait, c'est juste parce qu'ils ont leur vie de famille que, ils laissent les choses partir en vrille. Parce que tous ceux qui font partir les choses en vrille, c'est ceux qui n'ont que ça, en fait, dans leur vie. C'est-à-dire, c'est Hyperion, Power Princess, Tom Pouce, même Dr Spectrum, tu vois. Dr Spectrum, c'est celui qui a le parcours le plus intéressant, parce que c'est l'équivalent de Green Lantern. Il utilise ses pouvoirs pour empêcher Nuclon, donc qui est l'équivalent de Firestorm, de péter un plomb dans le 2e épisode, et en essayant de l'arrêter, il le tue. Et après, il décide de devenir pacifiste, c'est-à-dire il décide de ne plus employer ses dons pour la violence. Et quelque part, tu te dis, ouais, c'est celui qui a le plus mûri, en fait. Et vers la fin, tu vois, il commence à vouloir fonder une famille avec une des membres de l'escadron. Tu vois, t'as une vraie progression, en fait, dans le personnage. Et le dernier truc qu'il fait, c'est il perd sa copine dans la bataille finale et il fait exploser un autre type. Tu vois, même lui, il avait cette espèce de parcours où il mûrit, et puis non. En fait, à la fin, il utilise quand même ses super pouvoirs pour. Mais tu vois, c'est ça. Hein, c'est les seuls personnages qui arrivent à rester à peu près eux-mêmes, et malgré certaines choses, ce sont ceux qui ont une famille. Et tu te dis que c'est là-dessus que les autres pourraient prendre un peu prendre effet. Mais plus tu avances dans la série, plus ces personnages qui se disent il faut qu'on sauve l'humanité se déconnectent de celle-ci. C'est au départ, donc on est déjà sous terre dans notre abri souterrain perdu au milieu de nulle part. Puis après, on fait carrément venir nos familles parce que sinon ils sont en danger. Et on est dans une base secrète encore plus cachée. Et ils se déconnectent de plus en plus. Et plus ils se déconnectent, plus les problématiques leur tombent dessus. Parce qu'ils ne voient pas en fait comment les gens réagissent. En fait, ils ne voient pas que le peuple
eux, ils sont persuadés que c'est pas loin de ce qu'on a avec certains dirigeants politiques, notamment aujourd'hui, où ils sont persuadés que les gens les aiment. Tu vois, c'est mais on fait tout pour eux. Enfin, on doit avoir une cote de popularité de ouf, et en fait, comme ils viennent jamais voir la plèbe, du coup, en fait, ils s'aperçoivent pas à quel point il y a du ressentiment. Et d'ailleurs, tu vois, au niveau antagonisme dans la série, donc tu as les renégats qui montent un peu en puissance, mais et tu as deux ou trois, mais je pense surtout deux figures de grands vilains qui sont Mister Menace et puis l'autre dont j'ai oublié le nom, qui est un méchant qui vient du futur. Ouais, le Scarlet Century. Voilà, mais en dehors de ça, toutes les autres qui s'opposent à eux, ce qu'ils appellent les terroristes, tout ça, c'est juste des gens qui en fait se disent, mais les premiers dans le deuxième ou troisième épisode, là, les mecs, ce qu'ils veulent, c'est juste traduire l'escadron suprême en justice, parce que les mecs, il faudra peut-être rendre des comptes par rapport à ce que vous avez fait pendant que vous étiez possédés. Et ça, vous n'avez même pas été traduit en justice pour ça. Tu vois, c'est tous les humains, les sans-pouvoir qui s'opposent à eux, ils le font pour de bonnes raisons. Et en plus, l'escadron suprême se pose la question, mais pourquoi ils font ça en fait? Pourquoi le directeur de la prison, il veut pas qu'on modifie pourquoi il veut pas qu'on modifie la pensée de ces criminels? Enfin, voilà, ils sont toujours là étonnés et naïfs, encore une fois, quoi. On n'a pas parlé justement du épisode de Captain America. Voilà, on a dévié un peu. Mais l'épisode de Captain America est intéressant parce que Mark Gruenwald n'écrit pas du tout Captain America de la même manière qu'il écrit de Squadron Suprême. Oui. Mark Gruenwald, il écrit Captain America comme un comics Marvel standard, avec les lignes morales beaucoup plus définies, beaucoup plus tranchées, et notamment par la personne de Captain America. C'est un épisode qui est super bavard. Alors, il te résume toute l'intrigue du Squadron Suprême, et il a un débat avec Nighthawk, et notamment en fait de savoir en fait est-ce que les héros Marvel doivent venir aider les renégats à battre les Squadrons Suprêmes. Ouais. Tu sens que l'épisode est fait pour expliquer pourquoi les Vengeurs ou les 4 Fantastiques ne viennent pas foutre sur la tronche avec les Squadrons Suprêmes, mais la position de Captain America est intéressante dans le sens où ce que dit Captain America, c'est en gros de la même manière que les États-Unis se sont fondés en fait sur la rébellion et en fait on a repoussé les colons britanniques, et ben vous allez faire la même chose. Si votre cause elle est juste et si vous avez le peuple derrière vous, en gros c'est ça. C'est, si vous avez le peuple derrière vous et si votre cause est juste, vous gagnerez et vous renverserez ce régime. Ce qui est intéressant, c'est que tu as la clé dans Squadron Suprême, tu peux te poser la question, en fait, la façon dont c'est écrit, c'est hyper fin, dans le sens où tu es toujours avec l'Escadron Suprême, donc la remise en cause, c'est toi qui dois la faire. Oui. Exactement. C'est toi qui dois prendre position par rapport à ce que font parce que eux, ils n'ont pas de remise en cause. Non. Ils ont pas de. Ils se font prendre la main dans le sac, ils reviennent encore pire le mois d'après. Par contre, Captain America, il est extérieur à ça. Et quand il lui explique le modificateur de comportement, quand il lui explique en fait le Captain America, lui, il tranche et il dit en gros, c'est des dictateurs. Ah oui, c'est des dictateurs. Ce que vous avez, c'est une dictature. Vous avez plus de libre arbitre. Vous avez et c'est beaucoup plus tranché. Et la façon dont c'est écrit, en plus, c'est un épisode qui est mignon parce que Nighthawk retrouve ses ennemis. Donc c'est comme Batman en fait qui retrouve l'équivalent du Joker, du Pingouin et de Catwoman qui se sont réfugiés sur la Terre Marvel pour éviter d'être passés au modificateur de comportement dans la Terre du Squadron Suprême. Donc c'est assez marrant en fait. La couverture, c'est un hommage aux bandes dessinées de Bill Finger et Dick Sprang où ils se battent sur une machine géante. Ouais. Donc l'épisode est pas mal. Moi j'aime bien tout ce run de Mark Gruenwald sur Captain America parce que il fait ça à chaque fois en fait. Il met des idées subversives en fait sur le tapis et puis t'as ce personnage de Captain America qui il se pose comme une boussole morale, tu penses? Ouais. Et même si lui doute, en fait, il y a plein de questions parce que cet épisode-là, en fait, c'est au tout début de son run et ça précède toute l'année
qu'il va y avoir, où notamment John Walker va remplacer Steve Rogers dans le costume de Captain America. Donc voilà, le Captain America va démissionner de son rôle de Captain America, et donc c'est une petite pierre sur le chemin qui va pousser Steve Rogers à démissionner de son rôle de Captain America, parce que le gouvernement va lui demander en fait d'être complètement aux ordres du gouvernement. Et s'il y a bien un fil conducteur dans tout ce que Grunwald raconte, c'est l'individu contre l'autorité, quoi. Oui. L'autorité ne doit pas, en fait, les gouvernements et l'élite ne doivent pas prendre le pas sur les libertés individuelles.